Le diaphragme, il est capable de monter de 7 ou 8 cm chez quelqu'un de standard, suivant que c'est une inspiration profonde ou une expiration profonde. Quand vous redonnez un coup de couteau à quelqu'un, au niveau des basses côtes, vous avez une chance sur deux de le planter en thoracique ou de le planter en abdominal. Ça dépend à quelle phase respiratoire il est. Il faut bien se représenter le diaphragme comme une coupole. Okay. Cette coupole descend complètement, si vous plantez, c'est thoracique, ou elle monte complètement, et si vous plantez, c'est abdominal. Okay. Voilà, on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ici, vous avez donc la trachée, avec un nombre d'anneaux qui est un peu moins important en pratique. Il y a 8 anneaux. Là, vous avez ce qu'on appelle la carène. Je ne suis pas très satisfait de cette représentation, parce qu'en fait, cette bronche-là, la bronche droite, elle descend beaucoup plus, et celle-là est plus horizontale. Okay. Quand vous faites une fausse route, dans l'immense majorité des cas, le corps étranger, que ce soit un liquide ou que ce soit un solide, va aller d'abord dans la bronche souche droite. C'est pas plus mal, parce que le poumon droit, c'est 60% de la capacité respiratoire. Et le poumon gauche, c'est 40%. Donc vous allez avoir, à moins qu'il y ait blocage complet, ce qui est totalement improbable, vous allez avoir une capacité respiratoire qui sera conservée. Vous avancez à chaque fois la télécommande. Ah, je vous prie de m'excuser. Et j'ai une question. Vous avez dit pour le diaphragme là, donc quand c'est contracté, donc quand le diaphragme se contracte, ça veut dire qu'il y a inspiration ou expiration? Quand il se contracte, oui. C'est un muscle. Oui. Il va se rétracter. Oui, donc ça sera dans une phase d'inspiration. Quand il se descend, quand il se détend, ça sera une phase d'expiration. Okay. Ce qui est important à comprendre, on va en parler après, c'est le fait que... Sinon, je suis allé loin. Hein. Oui, c'est loin. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette phase de contraction du diaphragme, c'est une phase qui est assez rapide, comme la contraction d'un muscle. La phase de relaxation du diaphragme, c'est une phase qui est lente. Donc vous avez, c'est de l'ordre de 1 seconde pour la contraction du diaphragme, l'inspiration, et de au moins 2 secondes pour la relaxation du diaphragme, c'est-à-dire l'expiration. Il y a 2 fois plus de temps pour l'expiration que pour l'inspiration. Plus vous êtes cool, plus vous allez prendre de temps pour expirer. Okay. Donc là, vous avez une assez bonne représentation des branches souches, la droite, qui est plongeante, comme je vous disais, la branche souche gauche. Ensuite, vous avez des branches, ce qu'on appelle lobaires. Il y a 3 lobes à droite, 2 lobes à gauche. À gauche, rappelez-vous, il y a le cœur qui prend de la place, donc c'est pour ça qu'il y a un lobe de moins. Okay. Des branches souches, branches lobaires, ensuite des branches sous-lobaires. On va voir, c'est très spectaculaire, qu'il y a un nombre de subdivisions qui est extrêmement important, qui est de l'ordre de 24. 24 fois, ça se divise, okay. Au moins en 2. D'où, encore une fois, la surface du terrain de foot. Il n'y a pas les branches segmentaires après? Oui, les branches segmentaires. Les branches segmentaires, c'est ce qui arrive après les branches lobaires, sous-lobaires. On va voir ça. Okay. La trachée, quand vous la regardez de face, la trachée, c'est des anneaux cartilagineux. Ils sont relativement protecteurs pour un choc antérieur. À côté de ça, derrière, la trachée, c'est quelque chose qui est juste une membrane. Donc, sur le devant, c'est protégé contre les chocs. Et sur l'arrière, la nature a bien fait les choses. Elle n'avait aucune raison de penser qu'il allait y avoir un choc arrière. Vous avez juste de la membrane. Voilà, donc vous avez un anneau ici, et là, de la membrane. Alors, la trachée, c'est pas seulement un tuyau. De la même manière que les fosses nasales, il y a une fonction d'humidification grâce à du mucus. Ça, c'est essentiel. Et une fonction d'épuration, on verra. L'air inspiré
dès l'instant où il rentre avec des poussières, par exemple, ces poussières vont être captées pour l'essentiel. Si elles ne sont pas au niveau des narines, si elles ne sont pas au niveau du larynx, si elles ne sont pas au niveau de la trachée, elles le seront peut-être un petit peu plus loin. Il n'empêche que les personnes que vous allez voir autopsier ont souvent des degrés de salissure au niveau du poumon extrêmement variables. Quelqu'un qui n'a jamais fumé, qui a vécu toute sa vie en Savoie, à 50 ou 60 ans, il aura des poumons absolument nickel qui seront presque rosés. Quelqu'un qui vit à Paris, qui ne fume pas, aura au niveau de ses poumons des taches, ce qu'on appelle de l'anthracose. Ce sont des poussières que les globules blancs ne sont pas capables d'aller faire sortir par les voies aériennes. Donc ils vont les mettre, ils vont les stocker en périphérie, ils vont les stocker à la surface du poumon. Quelqu'un qui fume, quelqu'un qui travaille dans un milieu très poussiéreux, par exemple quelqu'un qui va travailler dans le milieu automobile, qui va être exposé à des fumées, va avoir les mêmes poumons. Alors quelqu'un qui vit en ville, quelqu'un qui est fumeur, quelqu'un qui est exposé à différentes sortes d'agressions, lui va avoir des poumons véritablement sales. Ce qui fait que vous avez des gens à 25 ans qui ont les poumons qui sont beaucoup plus sales que des gens de 70 ans qui ont vécu en Haute-Savoie. Est-ce que ça, vous ne trouvez rien? Est-ce que ça se nettoie? Est-ce que ça se... Non, c'est définitif. Ah ouais? Parce qu'on dit qu'il faut boire beaucoup d'eau, je sais pas quoi. Non, l'anthracose, vous avez le globule blanc, avec ses petits bras, il ne peut pas apporter quelque chose dehors, et donc il le met en surface, il le stocke. Mais si on arrête de fumer, ça se renouvelle. Si on arrête de fumer, ça se renouvelle. Ça va se renouveler, c'est définitif. Pourquoi voulez-vous? Ça ne peut pas sortir. Ah ouais? Oui, mais on a le cas, effectivement, je sais pas qui a dit ça. Pardon? Concernant les fumeurs, quand même, on sait que passé certains nombres d'années, 10 ans, il y a une sorte de... Je sais pas si c'est le bon mot, mais... Oui, moi je vous parle de l'anthracose. D'accord. Oui, Mais donc oui. là, c'est pas pareil. Ouais. Non, c'est en surface du poumon, je vous parle de la surface du poumon, juste. Alors, quelqu'un qui arrête de fumer, je crois que c'est ce qui est donné comme... 10 ans, c'est 6 ans, je crois. Moi j'avais 6, ouais. Enfin, bon, ça changera. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On s'est tellement fait pipoter là-dessus. Quelqu'un donc qui arrête de fumer a une reconstitution qui arrête tôt de fumer. S'il fume pendant 30 ans, à 50 ans, il peut arrêter tout ce qu'il veut, ça ne changera strictement rien à l'affaire. Ah, oui. Il a détruit complètement toute son architecture pulmonaire, tout le côté fibreux. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est que je crois que si tu fumes pendant 10 ans, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, je crois. On compte en paquet années. Voilà, si tu fumes pendant 10 ans et que tu arrêtes, il y a une possibilité, je voilà, crois. Tout à fait. Voilà. On compte en paquet années. Quelqu'un qui fume un paquet par jour pendant 10 ans, c'est un paquet année. Quelqu'un qui fume 2 paquets par jour pendant 5 ans, c'est 10 paquets années. Quelqu'un qui fume 2 paquets par jour pendant 20 ans, c'est 4 paquets années. C'est 40 paquets années, excusez-moi. Donc, à partir de 30 ou 40 paquets années, on considère que les problèmes vont commencer à se poser. Quelqu'un qui se met à fumer à partir de 15 ans, qui arrête à 45 ans, il a 30 paquets années. Donc là, il est à la limite. Il faut qu'il arrête à ce moment-là. C'est le seul moment où il en aura le bénéfice. S'il continue de fumer pendant 10 ans, définitivement, il n'aura plus le bénéfice d'un arrêt du tabac à 55 ans. Donc il aura forcément développé de la fibrose, il va forcément développer une insuffisance respiratoire, une bronchopneumopathie. Ok, ça c'est sûr et certain. Ce qu'il y a de pire, c'est les gens qui arrêtent et qui reprennent. Parce que le stimulus de fibrose, il est accéléré. Donc, y compris chez les sujets jeunes. L'arrêt et la reprise augmentent le risque de fibrose. C'est-à-dire, vous fumez 1 an sur 2 pendant 10 ans, bah, c'est comme si vous aviez fumé pendant 10 ans en continu. Ok. Et si la personne arrête et qu'elle fait du sport avec, ça ne nettoie pas les poumons, ça va être pas. Ouais. À quel âge? Tout dépend de l'âge, du coup. À quel âge? Si vous faites du sport jusqu'à 30-35 ans, vous n'allez pas recevoir la facture. C'est pas un problème. Mais à partir du moment où vous avez 35-40 ans, vous allez commencer à développer une fibrose. La capacité pulmonaire à 30 ans, c'est réglé. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est lui faire du mal. Ok.
jamais, il n'y a pas de... On peut pas faire de... On peut pas rembobiner. Hein, donc, par contre, ce qui est dramatique, c'est de continuer de fumer, de continuer une carrière de fumeur. Quand on a 40 paquets années à 55 ans, vous êtes condamné à avoir des problèmes. C'est pas possible que vous les ayez pas, quoi. Si vous rajoutez à ça d'autres problèmes, je sais pas, l'hypertension, le cholestérol, le diabète, à ce moment-là, les choses s'empilent, s'accumulent. Enfin, dans tous les cas, quel que soit le moment où vous arrêtez, vous en avez toujours un bénéfice. Vous n'avez jamais intérêt à continuer. Alors, ce qui est très important de comprendre, justement, c'est ce système d'épuration. Ce système d'épuration, il est lié au fait que vous avez des cellules qui sécrètent du mucus au niveau de la trachée, au niveau des bronches, au niveau des sous-bronches. Et ces cellules, à ce niveau-là, ont des cils à leur surface. Et ces cils se synchronisent et font une espèce de tapis roulant qui emmène toutes les impuretés à l'extérieur. Et ça, c'est un des premiers trucs qui est détruit chez les fumeurs. Okay. Parce que c'est une agression. La fumée chaude du tabac a tendance à détruire ces cellules, ça prend des dizaines d'années, hein, et les fumeurs ont toujours une augmentation de la production de mucus. Donc c'est pour ça qu'on les retrouvera à terme avec, on verra tout à l'heure, une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui les rend candidats à avoir une insuffisance respiratoire chronique. En ce moment, ce qui se dit, c'est que on peut imaginer que les gens fassent une carrière entière de fumeurs à raison de 5 ou 6 cigarettes par jour, si j'ai bien compris, sans trop avoir de problème. Encore faut-il qu'ils soient sportifs, encore faut-il qu'ils ne soient pas sédentaires. Ok. Et si vous êtes sédentaire, si vous bougez pas du tout, et que vous allez accumuler forcément des facteurs de risque, le sédentaire, c'est quelqu'un, chez la femme, qui va commencer à avoir des problèmes V2, par exemple. Chez l'homme, c'est quelqu'un qui va commencer à avoir parfois des problèmes de tension. Éventuellement, il pourra en plus déjà avoir des problèmes de cholestérol, une tendance au diabète. Là, forcément, les choses vont s'accumuler. Quand vous faites le bilan pour arrêter de fumer, les questions qu'on vous pose, c'est sur le tabac, mais on se renseigne surtout sur ce que vous avez en plus. Si vous êtes tabagique, si vous fumez depuis 30 ans, que vous avez 50 ans, que vous êtes hypertendu, que vous avez du cholestérol et du diabète, vous avez 10 sur le score dont j'ai oublié le nom. C'est un score qui avait été déterminé par des Anglais. Donc là, vous êtes certain, vous avez une chance sur deux de faire le problème coronarien à 55-60 ans. Okay. Ça, c'est statistique. Vous pouvez passer au travers. Hein. Vous savez ce que disait Churchill, qui est mort à 85 ans, no sport. Donc, il n'arrêtait pas de boire du whisky, du pur malt, il n'arrêtait pas de fumer des gros cigares. Ok, bon. C'était un ancien sportif, hein. C'était un joueur de cricket, je crois. Bon, il a eu de la caisse jusqu'à la fin de sa vie. Mais bon, je ne vous conseillerais pas d'essayer. D'avoir la vie de Churchill. Bon, tout ça, c'est un squelette cartilagineux, l'épiglotte. Ça ne sera jamais osseux. Hein. Épiglotte, cartilage thyroïde, cartilage érythronoïde, c'est les petits trucs qu'on voyait au niveau, à la base des cordes vocales. Retenez pas ça. Cartilage cricoïde, c'est sous le cartilage thyroïde. Retenez ça quelque part. Enfin, à moins qu'on vous pose spécifiquement des questions d'anat, ça ne relève pas de la ventilation. Tout ça, c'est des choses annexes. Les bronches. Alors, une notion importante, c'est ce que l'on appelle les îles pulmonaires. Vous avez bien compris que la trachée se divise en deux bronches, une bronche souche droite, une bronche souche gauche, et là, ça rentre dans les poumons. On va parler un petit peu plus loin des plèvres, mais ces plèvres, qui sont à la fois des plèvres au niveau de la paroi et des plèvres au niveau du poumon lui-même, on va en parler, c'est la notion la plus importante à faire passer aujourd'hui peut-être. Tout ça, ça se passe, il y a deux orifices de chaque côté. Dans ces deux orifices, vous avez la bronche souche qui rentre, à droite et à gauche, vous avez des vaisseaux qui rentrent, une artère d'un côté, une artère de l'autre,
2 veines d'un côté, 2 veines de l'autre. Ok? Et ça, c'est ce que l'on appelle les îles pulmonaires. On va essayer de s'en trouver une photo. Donc les îles pulmonaires, c'est les bronches plus... C'est l'endroit où pénètre dans le poumon la bronche, l'artère, 2 veines. On en fera une représentation tout à l'heure. Je sais que c'est vraiment une notion qui n'est pas simple à faire comprendre et je m'aide à chaque fois d'un sac pour faire passer le message. Parce que c'est, encore une fois, c'est très, très piégeux, cette notion de plèvre. Et d'ailleurs, on va s'arrêter, on fera peut-être on fera la pause juste après. Donc là, vous avez tout un tas de divisions. À partir de là, vous avez donc l'arbre bronchique avec les bronches lobaires et sous-lobaires. Et ensuite, vous avez les bronches segmentaires. Ok, donc vous avez des divisions, des divisions, des divisions encore. La plupart des bronches primaires, jusqu'à 7, 8e division, il y a comme cela ces poches de mucus, ces cellules qui sécrètent du mucus, avec un cil à l'extrémité, qui permettent donc de ramener en surface, enfin pas en surface, de ramener au niveau du larynx, tout ce qui est récupéré au niveau de l'arbre bronchique. Et tout à fait à la fin, on retrouve cette image. Vous avez les lobules pulmonaires. Ces lobules pulmonaires, c'est des grappes. Et chaque lobule, c'est une alvéole. On appelle ça, c'est l'unité fonctionnelle. Voilà, une belle image. Sauf que là, on chante ici énormément de divisions. Ouais. Vous avez une petite idée du nombre de divisions? Combien de fois ça se divise? Ouais, c'est de cet ordre-là. 24. Et vous avez dit, pardon, chaque lobule se divise en combien? Non, les lobules se divisent en alvéoles. Ah, c'est ça. Mais là, c'est éminemment variable et je ne saurais pas vous répondre. D'ailleurs, je pense que personne ne me posera la question. Vous disiez que c'était le système, ça varie. C'est l'unité fonctionnelle. En fait, l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire le lobule, c'est un ensemble d'alvéoles. Pourquoi on appelle ça unité fonctionnelle? Parce que c'est la dernière division. Ici, les sacs alvéolaires. C'est un autre nom. Retenez lobule. Ok. Donc vous vous rendez compte, c'est... si je des mauvais souvenirs de mathématiques, c'est 2 puissance 24. Ok. Donc chaque fois vous multipliez par 2, c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028. Et là j'en suis qu'à... Il m'en reste 14. Vous imaginez, ça fait un nombre proprement faramineux. On est vraisemblablement de l'ordre de plusieurs milliards. Le terrain de football, encore une fois. Les poumons. Alors, le poumon, normalement, si on fait un arrêt sur image, je vous mets une balle dans la tête qui stoppe net la fonction respiratoire. Votre poumon, on vous ouvre, c'est quelque chose qui va être rose, qui va avoir la consistance d'une éponge. Rien à voir avec ce que vous allez voir lors de l'autopsie. C'est quelque chose qu'on voit pour quelqu'un qui se jette du 5e étage ou qui est percuté par le métro. Quand on l'ouvre, il a les poumons d'un type qui vivait à l'instant juste d'avant. Mais la plupart des gens que vous allez voir à l'autopsie, c'est des gens qui ont une phase agonique. Donc ils ont l'œdème, donc ils ont la congestion. Ils ont la congestion et l'œdème dans la plupart des cas, parce que c'est généralement le contexte est toxique. Donc ça n'a rien à voir. Les poumons que vous allez voir à l'autopsie n'ont rien à voir avec le poumon réel, le poumon de tous les jours. Quand on ouvre un thorax de quelqu'un qui est mort sur le coup, c'est-à-dire instantanément, le poumon, vous le prenez, vous le serrez, et vous arrivez à avoir le volume d'une éponge. Okay, ce que vous serez absolument incapable de faire avec le poumon de l'autopsie classique. Donc c'est spongieux, éponge. Okay.
Ça, c'est une notion qui est importante à saisir. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'autopsie, c'est pas du tout la réalité de ce que les gens sont à un moment donné. L'agonie, ça transforme énormément un poumon. Un poumon normal, chez vous, là, à l'instant où vous êtes en train de respirer, expiration ou inspiration, c'est le poumon gauche à 300, poumon droit à 300 et le poumon gauche à 250 grammes. Et si on appuie dessus, si on le vide, il va se vider d'air parce qu'il n'y a presque rien d'autre que de l'air. Vous avez déjà vu, je sais pas, je parle des vieilles générations du mou pour le chat, les gens qui vendaient du mou, c'est les bouchers, je crois, ou les tripiers qui vendaient ça. On donnait ça au chat. Bah, donc on donnait du poumon à manger au chat. Ah, oui. Et le poumon, quand la bête avait été tuée, en général c'était des charcutiers qui vendaient ça. Le poumon, quand il était un peu gorgé de sang, bah, les animaux mangeaient en fait le sang dans le poumon. Quoi. Ça existe encore, hein, on l'utilise. C'est vraisemblablement utilisé pour autre chose maintenant. Quand vous mangez du ronron ou du canigou, très vraisemblablement vous devez manger du poumon. J'ai pas compris pourquoi on donnait du poumon au chat. Bah, parce que c'est un abat. Ok. Non. Bah, c'est parce qu'il y a du sang, c'est gorgé de sang. Et ça a une certaine consistance. D'accord, donc les chats préfèrent le poumon. Non. Bah, les chats, ils préfèrent de la viande. S'il y a le choix entre la viande et autre chose. Non, mais j'ai dit on donnait, je parlais de génération. C'est quelque chose qui date de au moins une trentaine d'années. Avant qu'existe canigou et ronron, on donnait à manger des choses déjà aux chats et aux chiens. Et donc, quand on allait chez le charcutier ou chez le boucher, on demandait ça s'appelait du mou. Hein. Du mou pour le chat. Mmh. Ou tout ce qui ne se vendait pas ou ce qui vendait plus, aller aux animaux. Oui, voilà, c'était pas juste. C'est pas... Ouais, enfin, il y a quelques années. C'est des choses qui sont absolument inutilisées dans la plupart des pays anglo-saxons. À l'origine, canigou et ronron, c'est fait essentiellement avec de la chair de kangou. À l'origine, c'est fabriqué essentiellement en Australie, je crois. Donc il y avait une grosse quantité de triperies qui passaient dedans. Les anglo-saxons ne consomment absolument pas de triperies. Je ne sais pas si les Canadiens en mangent un peu. Les Québécois en mangent. Ouais. Mais au Canada anglais, c'est vrai. Oui, c'est même pas imaginable. Non, vous leur présentez ça, leur présentez un lapin ou un canard, c'est... Ouais. Non, mais c'est vrai, ça. Ah c'est... ouais. Ils sont vachement. Non, ça les dégoûte. Ah, c'est ça. Ça les dégoûte. Mais ils mangent quand même de la vache. Oui, ma femme Et du du buffet cochon. et des choses comme ça, ma femme et tout ce qui est tripes. Et... Oui, mais lapin, et c'est pas des tripes. Ah non, c'est non, ma femme et tout ça. Non, mais c'est le principe. Vous voyez, par exemple, Ils n'aiment pas ça. ouais, là, en Irlande, les gens n'ont jamais chassé. Les gens en Irlande, dans les années 1880, sont morts de faim. Ils ont crevé la dalle. Il y a eu une énorme famine. Ils n'ont jamais pêché. Ils n'ont jamais pêché ni de poisson d'eau douce ni de poisson d'eau de mer. Ils n'ont jamais cherché à manger du gibier. Ils mangeaient que des pommes de terre. Ils ont crevé dans leur champ de pommes de terre. C'est typiquement anglo-saxon. Ils avaient tous les escargots, tous les bigorneaux du monde. Mais non. Ils ont immigré et puis ils ont créé des grands pays. Alors, cette notion de médiastin, c'est quoi le médiastin? En fait, ça se définit surtout par ce que ça n'est pas. C'est-à-dire, entre les poumons, vous avez le médiastin. Dans le médiastin, vous avez le cœur, vous avez les gros vaisseaux, c'est-à-dire les vaisseaux artériels, artères pulmonaires et aorte, les vaisseaux veineux, les veines pulmonaires et les veines caves. Okay. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans le médiastin. Dans le médiastin, le cœur est dans le péricarde. Je crois que je vous fais ce cours le 2 octobre. Voilà une autre représentation, pas trop intéressante. Je vous l'ai dit, poumon droit, 3 lobes, poumon gauche, 2 lobes. C'est ce qui laisse une place pour le cœur. L'adulte standard, c'est autour de 3 litres, entre 2 litres et demi et 3 litres et demi.
crois que la France a un champion d'apnée. Il me semble qu'il est français le champion d'apnée. Avec des chiffres proprement surréalistes. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des poumons. Poumon droit, poumon gauche. Poumon droit, poumon gauche. Ça, c'est la face externe. Ok, c'est ce que vous voyez quand vous êtes de ce côté-ci, ce côté-là. Ça, c'est la face interne, c'est-à-dire ce que vous voyez quand vous regardez de l'intérieur. Donc là, vous avez le contenu d'huile, la branche, l'artère, les veines. Ok. Il faudra que vous essayiez de voir lors de l'autopsie ce que l'on appelle veine pulmonaire et artère pulmonaire. En fait, c'est pas du tout la représentation d'une artère ou d'une veine classique. La veine pulmonaire, c'est quelque chose qui est complètement lâche, on dirait une espèce de cellophane. L'artère pulmonaire, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup plus gros. Vous vous rappelez des définitions? Une artère, c'est quelque chose qui part du cœur. Donc, dans l'artère pulmonaire, vous avez du sang veineux. Et dans la veine pulmonaire, vous avez du sang artériel. Okay, vous ne faites pas piéger, hein, c'est un grand classique. Entre les poumons, vous avez ce que l'on appelle des scissures. Alors c'est complètement variable. Souvent, vous avez des poumons qui sont adhérents, parce que les gens, dans leur histoire, ils ont fait ce qu'on appelle des pneumonies, des pleurésies, des choses de ce genre. Surtout les gens d'origine africaine. Les plèvres. Alors, je vais m'aider de quelque chose. Monsieur, on fait une pause à quelle heure? Vous voulez qu'on la fasse maintenant? Ça me permettra de réunir mon matériel. Je vous demande, hein. Pause. Ah, on fait la pause? Monsieur, monsieur. C'est 15h30. Mais ça va passer. Si, moi ça m'arrange, ça me permet de réunir un peu de matos. Ah, bah, Parce Il que va j'ai- réunir son matos. j'ai besoin d'un peu de... Allez, 14h40. Mais oui. Moi ça me pose pas de soucis, on reprend à 15h. Ouais, Ok. allez, c'est pas. Pause. Oui, c'est bon, oui. Mais non,